Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end loin des écrans comme je l'ai fait. Aucune alerte n'a sonné, donc je ne me suis pas connecté personnellement. De retour ce matin devant les écrans, on va parler actualité, on va parler FUD, on va parler taxes, on va parler économie de marché. C'est un petit peu le but de ces lundis matins. Plein de choses qui nous attendent encore cette semaine, notamment mercredi et jeudi, on va en parler dans cette vidéo, on va parler de Bitcoin, S&P 500, pas une très jolie clôture. Généralement on n'aime pas voir des patterns, des structures en M-top, en weekly, clôturées, confirmées. Qu'attendront les vendeurs maintenant? Une acceptation et joueront l'accélération, potentiellement sur un ratio de 1 pour nous revenir aux alentours des 4114 points, on en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. J'ai mis ici les rendez-vous des rois du lundi au vendredi et la libre antenne du mercredi. Si vous avez des idées, si vous voulez prendre la parole au sein de la communauté, directement sur le Discord des rois du marché, n'hésitez pas. C'est complètement disponible et ouvert à tous et au plus grand nombre. Je vous invite chaudement à le faire. Généralement, on les programme à 20h tous les mercredis. On va parler S&P 500 très rapidement. C'est exactement ce qu'on ne voulait pas voir. Venir clôturer une bougie en weekly en dessous des 4330 points. Je vous l'avais dit dans les vidéos, je crois, me semble-t-il, de samedi matin, le top crypto des membres que nous avions fait ensemble. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Non, une simple respiration de marché. Personnellement, je ne vois pas de divergence actuellement, donc c'est plutôt une respiration de marché qui veut dire donc de la consolidation. On peut d'ores et déjà tracer nos petits fibos pour aller chercher potentiellement un premier arrêt de tout le précédent mouvement qui nous renverrait très exactement aux 4190 points, voilà, à peu près 4200 points. On peut aller faire un petit tour dans cette petite box verte. Ça fait longtemps qu'on l'avait délimité, cette petite box verte. C'est plutôt haussier jusqu'à preuve du contraire, donc les acheteurs achèteront les creux. Tout simplement, on n'achète pas les tops, on n'achète pas les structures de retournement, on achète plutôt des creux, potentiellement une forme de consolidation et un petit retournement pour aller chercher son stop après Kevin sous les précédents lots, juste ici, et puis aller chercher potentiellement de nouveaux ATH. En tout cas, c'est clairement ce que je vise dans les prochaines semaines, prochains mois. Je ne connais pas l'avenir, je ne suis pas partisan d'un crash sans précédent, et c'est exactement d'ailleurs ce qu'on avait abordé ensemble lors du live de vendredi. Si vous l'avez loupé, disponible en replay sur la chaîne YouTube des rois du Bitcoin. On va parler très rapidement Bitcoin, il ne se passe strictement rien, on va peut-être pas aller là, on va plutôt aller là-bas. J'avais marqué 2 alertes, boule, bear, si on venait en fait à chercher ici en weekly, soit une 2 bandes par rapport à notre bougie de contrôle, juste là, toujours sur ce premier arrêt. Il se passe strictement rien, on a des résistances dynamiques aux alentours de notre moyenne mobile 20 périodes en mensuel. Si je passe sur Ishimoku Kinkoyo, je pense que c'est pas très différent. On peut regarder là-dessus, voilà, magnifique Tenkan, bon, elle est juste un petit bijou, c'est bien géré par les petits algorithmes, toute cette histoire, c'est parfaite confluence. On vient se faire rejeter sur les 27 520 $, parfaite Tenkan. On aurait pu aller chercher la King. Je vous ai des équilibres de marché qui se trouvent un petit peu plus haut sur les 29 300 $. Au même titre en fait que le S&P 500, c'est peut-être ça aussi qui peut être intéressant de regarder. À quel moment on relance des dynamiques de flux? C'est pas compliqué, on fait un nouveau plus haut. Voilà, il n'y a pas 36 solutions en fait. Quand vous avez des structures de retournement, vous avez 2 possibilités. Soit vous annulez cette structure avec un magnifique W en weekly, soit vous faites un nouveau high. Voilà, il n'y a pas plus compliqué, pour être tout à fait honnête avec vous. Dès lors, dans ces structures de marché, tous les rebonds sont faits pourquoi? Pour être shortés, ou ça dans une zone de rechargement de vente logique. Moyen terme, court terme, qui se trouve actuellement entre les 4490 points et les 4540 points. Tous les rebonds dans cette configuration de marché, dans une zone de rechargement de vente, à partir de maintenant, puisque la pattern est donnée, ça veut dire que la structure est donnée, seront faits donc pour être shortés. Ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups. Ça veut dire que l'objectif des boules, c'est d'aller faire des nouveaux hauts et pour aller dégommer tous les spots, tous les stops complètement évidents qui vont se positionner, que ce soit sur des contrats à terme, sur les contrats futurs, sur les forwards et même sur le spot aux alentours des 4615 points tout simplement. C'est exactement la même chose pour Bitcoin. Vous faites exactement la même chose à quel moment on relance les dynamiques de flux, même si celle-ci en fait n'a toujours pas été invalidée par rapport à ce maintien au niveau du premier arrêt des 24 700 $, c'est d'aller faire un nouveau high tout simplement. Bien que dans cette configuration, beaucoup vont éventuellement vendre le déséquilibre et beaucoup vont vendre dans la zone de rechargement de vente logique avec des bloqueurs dynamiques aux alentours des 28 300 $ sur la Kinjun. C'est assez simple le trading en fait, et l'investissement et le swing. Personnellement, je reste haussier, je pense qu'on va dégommer du bear beaucoup plus haut, parce que je suis toujours dans cette dynamique de flux, dans ces dynamiques de tendance au sein d'un range. Donc faites attention à ça, on aura des vraies tendances et des vrais retournements de tendance et des vrais retours de la tendance, ou ça, quand on fera des nouveaux haies et qu'on sortira d'un range. On a un énorme range qui dure depuis plusieurs années maintenant, entre les ATH et ici un petit peu plus bas. À quel moment on délimite d'ailleurs des bandes de range sur des intercycles, généralement sur des premiers arrêts. Actuellement, on ne l'a tout simplement pas observé.
Et d'ailleurs, on a un super truc ici avec un double bottom pour potentiellement sur un AB égale CD, ça pourrait nous renvoyer dans une zone de rechargement d'achat. L'avantage avec Bitcoin, par rapport aux indices, vous avez bien compris qu'au niveau du S&P 500, on le regardera juste après, donc vous faites un magnifique AB égale potentiellement CD pour nous retrouver aux alentours des 41-42 000 $. C'est très bien, c'est la target de JP Morgan qui nous expliquait il y a quelques mois en arrière qu'on allait se retrouver à moins 75% sur le S&P 500 et qu'on devait aller se retrouver sous les 3000 points. C'est exactement la même chose, sauf qu'actuellement, en fait, Bitcoin il est complètement bloqué, comme s'il était sur les 4114 points à peu près. À la différence des indices, Bitcoin, lui, peut complètement se catapulter sur une magnifique nouvelle. La magnifique nouvelle, ça peut être quoi? Gary Gensler valide les ETF, ou content, avant la fin du mois d'octobre. Complètement possible, puisque on savait que depuis début septembre, vous avez à peu près 45 jours, donc ce serait, je crois, juste avant le 20 octobre, monsieur Motil. Et ce qui est très drôle dans la cyclicité des marchés, c'est que généralement, proche à la halving, généralement les mois d'octobre sont plutôt bullish. On avait vu ça il y a 4 ans en arrière, avec une montée de 38%. Sur les actifs depuis le début du mois d'octobre. Donc, partant du principe que nous sommes rentrés dans l'automne et que nous sommes aujourd'hui le 1er octobre, vous faites un bon petit 38%. Ça peut nous retrouver sur les 36 000 $, exactement le premier arrêt. À ce moment-là, il faudra prendre des décisions, surtout prendre des TP. Voilà, je n'ai pas plus de choses à dire. Je reste haussier puisque je n'ai aucune invalidation jusqu'à preuve du contraire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller chercher un petit peu de stop acheteur en dessous des précédents lots pour aller en kikiner tout le monde, prendre un petit peu de liquidité, retourner ce marché. C'est toujours la même chose, le marché monte avec un minimum de personnes, mais baisse avec un maximum de personnes. Et côté crypto-monnaie et crypto préféré, il n'y a pas grand-chose qui est en train de se passer. Tout le monde est plutôt atone, c'est un petit peu le terme, on est vraiment atone. On avait vu d'ailleurs ça, est-ce qu'on avait fait le premier arrêt? Non, toujours pas. On est pas parti chercher le premier arrêt sur cette petite... non, c'est pas ça que je voulais faire. Sur ce petit trade contrarien, ici, on est pas loin du premier arrêt là sur Atom. Vraiment pas loin. Bon, on aurait pu aller le chercher, ce premier arrêt. Je reste confiant, on devrait à minima aller chercher au moins les 8,48,50 pour nous valider ce petit trade contrarien. Moi je suis dedans personnellement, et puis j'attends personnellement que ça vienne me filer, ou que ça vienne tout simplement me stop, mais c'est pas du tout grave. Continuons dans ce sens-là. Je vais vous montrer 3 petites choses. Côté order flow, je vois strictement rien, hormis quelques courageux, notamment côté compte et côté retail, qui ont envie de jouer un petit peu ces flux, premier arrêt du précédent mouvement, sans pour autant faire la réintégration au niveau du range précédent. C'est pas complètement délirant, mais c'est jamais évident, et puis ça fait peur. Puis généralement, quand ça fait peur, on a vraiment envie de vendre, et puis c'est peut-être pas sur les bons niveaux de prix, mais on est en train de réintégrer, et sachez-le ou non, mais quand on réintègre en fait le milieu d'un range, vous avez 80% de chance avec deux candles consécutifs d'aller chercher le bas du range. Voilà. Donc à partir d'ici, vous avez 800 sur 10, quasiment 800 sur 10 ici, d'aller chercher le bas du range sur ce petit range, et puis je pense que la résolution de ce range sera plutôt haussier. Mais c'est pas ce que Ethereum est en train de nous dire, puisque maintenant sur Ethereum, on l'avait vu, et on en avait d'ailleurs parlé, je crois, dans la vidéo de vendredi, ou de samedi, vous aviez en fait ce breakout juste là, on avait structuré en fait un magnifique M-top juste là en weekly, vous aviez donc l'émotion, la confirmation, maintenant vous avez l'acceptation, tout le monde jouera l'accélération pour aller chercher quoi? Généralement des obliques. Les vendeurs vont prendre des TP sur des obliques ascendantes, sur des trendlines haussières. Vous les avez ici en vert, je peux vous la mettre en rouge si vous voulez. Comme ça concerne plutôt les vendeurs. Donc on prendra donc des TP pour vous les vendeurs aux alentours des 1400, 1440 points. Vous verrez que ça va travailler sur ces niveaux de prix. Oui, il y aura des confluences par rapport aux 0,5 et 0,618 qui pourraient potentiellement nous donner une grande 2 pour aller chercher une magnifique 3 par impulsion avec des magnifiques news catalysantes, notamment on peut parler des ETF, on peut parler d'autres choses, on peut parler de ce que vous voulez. Vous avez peut-être d'autres pistes de réflexion, mettez-les-moi dans les commentaires. Ou éventuellement aller chercher des trendlines baissières pour les acheteurs. Donc si on revient chercher en fait ces magnifiques trendlines baissières, on avait une belle confluence ici sur les 1424 points. Honnêtement, c'est un super play d'entrée. Vraiment d'aller chercher là-dedans ou d'aller chercher ce petit truc qu'on avait déjà délimité ensemble il y a très longtemps en fait, par rapport à un objectif de cours. C'est exactement ce qu'on avait vu précédemment ici en septembre 2022. Bon, ça a bien bossé là-dedans et puis ça a refait des nouveaux plus hauts. Donc c'est exactement ce qu'on va jouer en fait. Moi si ça revient là-dedans, je prends des marges sur Ethereum. Puisque je joue les swings. Pourquoi tu joues les swings? Mais c'est pas normal, ça, oui, parce qu'en fait, on a eu des breakouts aussi, et tout simplement, et notamment des invalidations baissières en weekly sur des avalements de bougies par rapport à des bougies de contrôle. Alors, honnêtement, si on veut pas ça, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On est juste en train d'essayer de piéger un maximum de boules un tout petit peu trop agressif, et de faire douter tout le monde qui pense que ça va aller chercher du plus bas et voire beaucoup plus bas. Et c'est pas complètement possible. À ce moment-là, gardons du cash, et on en profitera allègrement jusqu'à complètement... dégommer le capital d'investissement, puisque c'est le choix qui doit être fait sur ces marchés financiers. On ne met jamais all-in, on se surinvestisse pas, et on tente de mettre de l'argent qu'on est prêt psychologiquement et émotionnellement à perdre sur l'espace d'une vie.
C'est ça qui est très important. Le meilleur parti pris pour ne pas en fait se laisser envahir par les émotions, c'est quelque chose qui fonctionne très bien sur les marchés crypto, c'est le dollar cost average. Vous mettez 100 balles, 150 balles, 250 balles tous les mois pendant 20 ans sur ces marchés de rupture technologique et de technologie blockchain. Il y aura bien d'autres projets que vous allez trop probablement investir dedans, mais au moins c'est quelque chose de non douloureux. Et il faut que les marchés soient considérés comme du non douloureux. Sinon, c'est les émotions qui parlent, et si les émotions parlent, généralement, on vend au pire moment. Et je dis bien au pire moment. Faites attention par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas aller plus bas. Bien évidemment. On continue avec quelques news. Ça, très intéressant. Au niveau des défaillances d'entreprises, notamment américaines. On est arrivé en fait sur des pics, sur cet oscillateur borné entre 1 et 10, mais je ne sais pas en fait c'est quoi au niveau du... J'ai pas retrouvé, finalement, est-ce que ça veut dire 10 000, est-ce que ça veut dire 100 000, est-ce que ça veut dire... j'en sais rien. En tout cas, on peut partir du principe qu'on retrouve d'ailleurs en France, en termes de dépôt du bilan, par rapport à beaucoup d'entreprises qui étaient d'ailleurs déjà en dépôt de bilan en 2021, on va pas se mentir, qui reprend en fait des niveaux historiquement hauts par rapport aux défaillances d'entreprises. Je m'explique, des entreprises qui partent à la casse, c'est-à-dire qu'elles ne sont ni cédées, ni vendues, ni rachetées, vous avez compris l'idée, elles sont à la casse pour défaut d'actifs, de insuffisance d'actifs, et on est aux alentours des 50 000 actuellement, 50 000, 55 000. Les pics avaient été connus en 2012-2013 en France, et on retrouve en fait sur ces niveaux de pics, et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre actuellement aux États-Unis. Donc 2008, crack Covid, belle ingérence au niveau des banques centrales. 2023, voilà, on retrouve en fait sur des niveaux critiques, si vous voulez, au niveau des entreprises qui ont allègrement profité. Alors peut-être qu'il n'y avait pas du tout ces mêmes mécanismes-là aux États-Unis par rapport à la sauvegarde entre guillemets des entreprises. Je sais qu'il y a eu des aides, il y a eu des trucs. En France, ça a été relativement agressif et je pense qu'il fallait le faire. Mais arroser tout le monde et à faire des prêts garantis par l'État à hauteur de, je ne sais plus combien de pourcents, du 15% du chiffre d'affaires ou un truc, c'était complètement délirant. Beaucoup en ont profité d'ailleurs, et beaucoup se sont fait toquer pour avoir acheté des Mercedes, etc. J'ai une boulangerie, je viens de la lancer, ça fait 3 ans, et puis je m'achète une Porsche. Non, c'était pas le but du jeu, bien évidemment. En tout cas, c'était pas exactement la bonne idée. Faites attention à ça, l'argent n'est pas gratuit, bien évidemment, il faudra bien le rechercher quelque part. Donc on se retrouve dans une situation relativement critique. Est-ce que c'est dramatique ou pas? Pas forcément, et vous allez comprendre, puisque je suis tombé ce week-end sur une vidéo de Modéradar et j'avais vraiment envie de vous en parler, on en reparlera avec les académiciens tout à l'heure, c'est extrêmement intéressant. Mais juste avant ça, je vous parle de ça, airdrop ZK5, que faire pour obtenir l'airdrop? C'est Cryptos qui l'a partagé il y a quelques jours, voilà, il y a 3 jours. Allez-y, on l'a fait déjà nous, avec pas mal de membres du Discord. On pourrait peut-être regarder et remettre le nez dedans parce qu'il y a des choses qu'ils ont fait que moi je n'ai pas fait pour maximiser mes chances d'avoir l'airdrop. Mais je vous le dis juste, beaucoup de la communauté des rois ont fait cet airdrop. Ça devrait être un des airdrops les plus prolifiques, si vous voulez, les plus rémunérateurs de l'année 2023, voire des bilans de 2024, mais c'est logiquement incessamment sous peu qu'on devait avoir un airdrop de ZK5. Voilà, donc si vous ne l'avez pas fait, vous avez directement sur le Discord des rois du marché airdrop, etc. Allez y faire un petit tour, il n'y a pas de souci avec ça, je crois, peut-être qu'on avait d'ailleurs mis un ZK5 là-dedans, non, mais vous avez en fait un onglet airdrop, donc vous pouvez clairement aller y faire un tout petit tour, voilà, juste ici, testnet, et je vous avais d'ailleurs partagé la vidéo directement là, il y a quelques jours en arrière. On continue avec Bitcoin Inventory, ça c'est Willy qui nous partageait ceci, et qui s'est fait piéger sur ses propres analyses, beaucoup d'analystes financiers, économistes se trompent, bien évidemment, moi le premier. Et ce qui est important, c'est lorsqu'on se trompe, c'est pouvoir de parfaire, de pouvoir améliorer, de pouvoir progresser dans sa stratégie, dans sa vision, qu'elle soit micro ou macroéconomique, par rapport aux informations que nous avons. Ça veut dire à quel moment on va traiter de façon différente les informations que nous avons par rapport à l'historique et par rapport au passé. Et donc en fait, c'était assez intéressant par rapport au spot BTC et au papier, si vous voulez, les ETF spot qui avaient été mis en place. Et en fait, il y avait une forme d'augmentation au niveau des volumes, au niveau des échanges, sur les différents échangeurs, etc., par rapport au papier et par rapport au spot BTC. Et qui a en fait induit en erreur sa vision, puisqu'on a bien vu que le bear market, si vous voulez, a clairement commencé depuis que ce type d'indicateur avait commencé à progresser. À quel moment on a eu les bottoms? C'est lorsqu'en fait les gens se sont déleverager. Et on continue ici à se déleverager, il faut le savoir. Et c'est exactement ce qu'un marché attend, c'est de pouvoir en fait complètement déleverager un marché avant de pouvoir repartir sur de
tendance. Et là, on parle de tendance très long terme, d'accord? On parle vraiment de breakout, multi-time frame, jusqu'au trimestriel. Donc on a encore le temps, hein, c'est pas pour après-demain, mais partez du principe que les marchés ont cette fâcheuse tendance, avant de repartir sur de nouveaux sommets, de devoir et avoir ce devoir de déleverager l'intégralité du marché. C'est pas quelque chose de certain, c'est encore pas quelque chose de 100% sûr à 1000%, mais comprenez-le comme ça, c'est beaucoup plus facile de faire monter une montgolfière s'il n'y a pas beaucoup de poids. Et c'est exactement la même chose sur les marchés financiers. Quand il n'y a plus personne, parce qu'en fait on s'est tout simplement désintéressé de ce marché, soit par la capitulation du prix, soit par la capitulation du temps. Et le deleverage se fait également par la capitulation du temps, manœuvrer un tout petit peu de volatilité par les market makers et nos échangeurs préférés pour venir nous prendre nos stops préférés. Donc faites très attention aussi par rapport à ça. Et on le voit très bien par rapport au nombre de bitcoins qui sont actuellement sur les enchères, qui sont encore en train de se déprécier. Et ceci pourrait éventuellement initier un choc d'offre. À quel moment on voit un réel choc d'offre? C'est quand vous avez cette courbe bleue qui continue en fait à se déprécier, à baisser, et que vous avez le prix qui commence à accélérer. Et en fait, on a beaucoup pensé, et j'avais pensé en suivant Willy Woo, qu'on était en train de vivre un choc d'offre ici, avec une augmentation assez franche au niveau des spots et au niveau du papier spot, etc., par rapport à la forte... c'est une forme de demande, si vous voulez. On pouvait traduire ça par une très forte demande en vue de faire un espèce de truc exponentiel, parabolique, super cycle des bitcoins, on arrache tous les bears, etc., perdu. Voilà. En fait, on s'est tout simplement trompé dans cette réalité. Ça ne veut pas dire que les chemins ne mèneront pas à Rome, mais un mal pour un bien, en quoi ceci est une opportunité, c'est qu'on est clairement en train de déleverager le marché, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vous dis juste deux petits trucs pour jeudi PIB et discours de Jérôme Powell, ce sera donc jeudi, avant ça, pas grand chose à se mettre sous la dent, et vendredi, un des trucs les plus importants, le PCE Core, donc c'est l'indicateur d'inflation, le plus utilisé hors alimentaire et hors énergie, ou en tout cas hors éléments volatiles, le plus regardé par la Fed, notamment par Jérôme Powell. Il est donc attendu en baisse, ce qui est plutôt positif. 4,2, il passerait potentiellement à 3,9, attendu en baisse, on attendra impatiemment cette information-là. Côté CME, rien ne change. Pour les opérateurs de marché, on est à peu près d'accord qu'on est clairement dans une forme de plateau, et ça va probablement durer longtemps. Et je vous renvoie tout de suite, parce que j'ai pas envie que ça dure trop longtemps, j'ai pas eu trop de modifications, je passe directement à... je ne sais plus où. Ceci. Non, je vous l'avais déjà dit juste avant. Ceci. Ça me donne ma transition. Pour une transition, ça lui donne aussi d'ailleurs à Christine Lagarde. Transition énergétique et taux d'intérêt. La BCE n'écoute personne, même pas ses propres analystes. En fait, je ne vais pas vous faire le résumé de ce qu'elle a dit. C'est pas du tout important. Grosso modo, les taux sont trop hauts. Elle continue à augmenter les taux et elle nous explique à la Jérôme Powell qu'elle va les garder pendant très longtemps, ce qui va en fait à un moment donné gripper et enrayer la machine de financement et d'investissement, dont tous les écologistes se mettent un petit peu à dos actuellement, puisque il faut investir massivement dans les nouvelles technologies, il faut investir massivement dans la transition écologique, parce qu'on ne peut pas garder des taux hauts et des investissements, entre guillemets, soutenus. C'est normal, à un moment donné, même pour nous en tant que particuliers. Je suis vendeur de panneaux photovoltaïques. Je viens vous voir il y a 2 ans, et vous avez, ça vous coûte 10 000 balles de mettre, 3 kilos sur le toit ou 7 kilos sur le toit, je ne connais pas très bien les prix, puisque il faut au moins rester 8 ans ou 10 ans dans la maison, et c'est pas ce que je fais. Donc voilà, grosso modo, vous mettez 3 kilos ou 7 kilos, ça vous coûte 10 000 balles, et vous avez des taux actuellement à 1%, qui est d'ailleurs racheté par la boîte, parce que ça fait une petite offre, et aujourd'hui on vous explique, vos panneaux au niveau du crédit, ça vous coûte quasiment aussi cher que les panneaux eux-mêmes, si vous le prenez sur 10 ans, ou si vous le prenez pour 5 ans ou sur 8 ans. Vous avez compris un peu le truc, si vous voulez. Donc ça devient beaucoup moins intéressant d'investir dans des panneaux photovoltaïques, parce que c'est le coût de l'argent qui en fait rogne de façon assez drastique sur votre rentabilité. Et je ne parle pas d'entretien des panneaux, de monter sur le toit, de passer un petit coup de chiffon, etc. Même si aujourd'hui on tente de nous vendre des panneaux auto-nettoyants, c'est juste formidable. Mais vous avez compris un petit peu l'idée. Donc si vous partez de ce principe-là, si vous voulez changer votre pompe à chaleur, si vous voulez changer votre mécanisme de chauffage, si vous voulez changer votre véhicule, ne plus passer sur un véhicule thermique, c'est pas bien les véhicules thermiques. Ouh là là, le gasoil, c'est pas bien. Il faut passer à l'électrique, acheter des Renault et acheter des Zoé. Ouais, mais bon, en même temps, si tu as un taux de crédit, entre guillemets, auto à 5%, c'est pas sexy l'histoire. Donc effectivement, de façon assez brute, si vous voulez, l'augmentation des taux, notamment dirigée par les banques centrales, n'est clairement pas de pair avec la transition écologique. Mais
c'est pas forcément impossible. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, et je vais vous expliquer pourquoi, puisqu'on est tombé sur une vidéo, enfin on est tombé tous, parce que si vous êtes abonné à Modèle Radar, c'était super intéressant, cet homme a tout prédit, voici à quoi s'attendre en 2024, et je partage, en fait, clairement ce qu'ils expliquent par rapport à cette augmentation au niveau des indices boursiers, que n'allez pas dans les obligations d'État, je ne vais pas vous le redire, mais c'est pas parce que vous avez des obligations d'État qui sont très hautes, etc. Ce mec-là est un génie, et ce mec-là explique pourquoi avec des mots très précis, très limpides, pourquoi il ne faut pas se jeter dans les obligations d'État et les obligations souveraines ou les obligations d'entreprise. Je veux même moi aller plus vite, pour résumer d'un point de vue plus émotionnel ou psychologique. Si aujourd'hui on vous explique et vous avez des panneaux sur vos banques préférées quand vous allez retirer de l'argent, taux obligataire, machin pendant 5 ans, taux à 6%, taux à 4%, taux à 5% par an garanti, avec un garanti, n'y allez pas, c'est que c'est trop tard. Au moment où en fait on invite le retail à rentrer dans la danse, c'est qu'il y a un truc qui va se passer dans pas très longtemps, ou plus ou moins longtemps, mais grosso modo, partez du principe qu'ils ne seront pas gagnants. Et comment on fait pour ne pas être gagnant sur les taux d'intérêt qui sont relativement hauts dans les 5 ou 10 ans à venir? C'est pas compliqué, vous maintenez en fait une inflation haute. C'est-à-dire que cette dichotomie qui est en train d'expliquer par nos banquiers centraux, justement de revenir à une inflation à 2%, etc., aussi bien ils savent pertinemment que ça ne se fera probablement jamais, qu'on aura une inflation relativement haute, voire voulue, parce que c'est clairement un mécanisme juste magnifique, si vous voulez, pour pouvoir se désendetter sur des dettes que nous ne rembourserons de toute manière jamais. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord avec ça, puisqu'en fait une dette souveraine ne se rembourse pas, elle se fait rouler. Jusqu'à quoi? Jusqu'à l'extinction littérale de l'État. Ah oui. Donc si vous reprenez 3000 ans en arrière ou 2000 ans en arrière, les États ne remboursent pas leurs dettes. Ils s'effondrent, tout simplement. C'est très très important, bien évidemment. Bon, je vais essayer d'expliquer tout ça. Donc c'est Russell Napier. Et la vidéo n'était pas encore sortie de Money Radar, mais je vous avais relancé en fait dans les années 50, à ce moment-là, pour dire il y a deux possibilités, soit on est dans les années 50, soit on est dans les années je sais plus quoi. Et puis lui, il est plutôt dans les années 50. Donc voilà ce qui se passe dans les années 50, une inflation relativement haute. Est-ce que c'est grave? Je crois qu'on en avait parlé vendredi dans le live, me semble-t-il. Et c'est plutôt positif, en réalité. Les années 50, c'est la croissance, on essaye d'augmenter les salaires. Oui, mais Hermès, c'est pas possible qu'on augmente les salaires, machin, etc. Si, je vous garantis qu'on va augmenter les salaires. Si on a une inflation à 6%, on continuera à augmenter les salaires, soyez complètement rassurés par rapport à ça. Mais ils seront toujours en dessous, si vous voulez, de l'inflation réelle. Et déjà, on peut partir du principe que l'inflation dans un indicateur technique les plus avancés, c'est quand même pas les meilleurs paniers, si vous voulez, au niveau inflationniste. Parce que si vous voulez, si vous prenez l'inflation aux États-Unis par rapport à la viande, c'est 50% pur bœuf, 50% vous savez pas trop quoi. C'est pas les steaks du boucher, si vous voulez, qui eux ont pris peut-être 200% d'augmentation ou 100% d'augmentation. Non, il n'y a que 6% d'augmentation, mais sur des steaks avec, vous savez même pas ce qu'il y a dedans, quoi. Il y a plus de farine que de viande là-dedans. Vous avez compris un peu l'idée déjà, comment on arrive à avoir au niveau ces paniers inflationnistes. En fait, on peut se retrouver clairement dans les années 50, donc on est clairement là-dedans, ok. Et on va pouvoir avoir une inflation relativement forte, une inflation soutenue, des taux relativement hauts, et des salaires qui suivent. Eh oui. Et on aura notre livret à 4%, et on shootera Kumbaya, et on aura une augmentation du SMIC à 3,5% ou 5%. Ce sera juste formidable. Oui, bienvenue dans les années 50. En revanche, ce qu'il a dit, ce monsieur-là, dont je partage en fait l'idée, et je n'avais pas eu ce terme-là, mais je pense que c'est très important de le reprendre mot pour mot, on est passé d'une économie de marché depuis les 70 dernières années à une économie dirigée. Et pour lui, le point de bascule, c'est au niveau du Covid. C'est lorsqu'en fait, pour lui, la courbe de la croissance est passée en dessous de la courbe de l'endettement. Covid 2021. Ça a été le point de bascule pour acter le fait qu'on était parti sur en fait une économie de marché qui dure depuis les 50 dernières années. Lui il dit 40, moi je dis plutôt 70, parce que même avant la guerre, on était déjà dans une économie de marché, à une économie dirigée. Les opportunités là-dedans, c'est quoi? Déjà, les marchés financiers vont monter, il faut le savoir. Donc on aura peut-être une croissance molle qui pourra éventuellement repartir dans une période de stagflation. On sera ni en déflation, on peut même se permettre une petite récession, c'est pas très grave, elle va très très vite en fait être absorbée.
Mais là où en fait ça devient intéressant, c'est que dans une économie dirigée, il explique très bien dans cette vidéo, c'est qu'il faut aller chercher des secteurs porteurs qui vont être financés par l'État. Et ouais. Et là, on en a un gros wagon. Je vous en cite 4 personnellement. L'agroalimentaire, qui a été repris dans cette vidéo. Vous avez la santé, qui a été aussi repris dans cette vidéo. Moi, je parle aussi de transition par rapport à l'électrification des véhicules. Donc, ça peut être très intéressant de regarder ce qui se passe chez Renault, ce qui se passe chez Stellantis, etc. par rapport à l'électrification des véhicules qui sont obligés, entre guillemets, d'ici 2035. Partez du principe qu'il y a du pognon qui va être jeté dans ces gros constructeurs automobiles européens, francophones, etc. par milliards pour cette transition écologique dans une économie dirigée. Eh oui, mais on les paiera cher, les véhicules. C'est pas grave, ce sera subventionné, ce sera financé, les actions et les actionnaires seront contents. J'en vois 2 autres. Je vois aussi l'énergie, par rapport à la transition énergétique. On nous en parle, et Emmanuel Macron, qui a encore pris la parole hier à 20h sur France 2, va encore nous le sortir jusqu'à 2027. Oui, c'est le Greta Thunberg français, c'est Emmanuel Macron. Bon, après, ce qu'il dit dans les faits, dans les actes, etc., c'est pas grave. La question, c'est savoir où met notre argent. C'est ça la vraie question. Et notre argent, il va probablement le mettre là-dedans. Troisième et quatrième chose, IA blockchain. Pourquoi IA et blockchain ? Parce que efficience. L'IA est la meilleure amie de la transition énergétique. La blockchain est le meilleur ami de la transition énergétique. Aujourd'hui, je vous le dis, demain, on le sera. Actuellement, on ne le voit pas vraiment. Bah oui, on est en train de créer les structures même de ces technologies d'efficience, de rapidité, de scalabilité et peu énergivores. Je vous parle juste de ça et puis je finirai la vidéo. J'espère que je vous aurai aidé. Juste regardez ça, je partage ce qui est dit, donc au moins c'est clair, net et précis et c'est plutôt bien réalisé. Et ça permet de nous sortir un petit peu de notre paradigme et de mettre des mots sur des situations dans lesquelles on est. D'une économie de marché à une économie dirigée. Il peut éventuellement se tromper, mais jusqu'à preuve du contraire, il est plus intelligent que moi ce monsieur, donc éventuellement essayez d'en voir ceux qui sont intelligents, surtout quand on a la possibilité de les écouter. Le Parlement européen approuve massivement DAC8. En France, une plateforme de PSAN devra déclarer toutes vos actions crypto aux autorités fiscales. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils veulent tout savoir. Alors, je vais être très clair par rapport à ça. C'est toujours la même chose. Tout ça, c'est l'enrichissement d'un cadre juridique clair, précis, pour toujours la même chose. Blanchiment d'argent, financement du terrorisme, évasion fiscale. C'est que ça. Nos États et le système se maintiennent sur ces 3 principes. Lutte contre le terrorisme, lutte contre l'évasion fiscale, lutte contre le blanchiment d'argent. Point barre. Si vous n'arrivez plus à lutter contre ça, votre système s'effondre. Donc évidemment que toutes nos transactions vont être connues. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont les regarder tous derrière ? Non. Est-ce que des IA vont peut-être le faire ? Très probablement. En voir éventuellement des défaillances, si vous voulez. Bon. Il faut savoir, est-ce que ça existe, ça, sur les marchés plus traditionnels ? Est-ce que quand vous achetez une action, on le sait que vous avez acheté une action. Mais évidemment. Évidemment qu'on sait que vous avez acheté une action. Quand vous allez sur des Giro Interactive Broker, vous faites bien votre KYC, vous répondez bien à des questionnaires, vous avez bien toutes vos informations, votre adresse postale, etc. Mais je n'ai pas envie de recevoir mes actions par la poste. Mais on vous le demande dans le KYC. On demande la provenance des fonds, on vous demande tout. Et on va plus loin. Qu'est-ce qui se passe quand vous achetez une action ? Vous avez une taxe. Actuellement, quand vous achetez une crypto, vous n'avez pas de taxe. Il faut le savoir. Il faut comprendre qu'en France, en Europe, alors c'est très différent. D'ailleurs, en Chine, ils sont passés de 0,50 à 0,25, me semble-t-il. Ils ont divisé par 50%, ou de 0,1 à 0,05. Je ne sais plus c'était combien, mais on en avait parlé il y a quelques temps. Mais prenez-le comme ça, comme tel en France. Je parle, mais c'est très européen, même s'il y a beaucoup de disparités, et certains ne le font pas. Chaque achat d'action d'une entreprise française dont la capitalisation boursière dépasse 1 milliard d'euros si vous appliquez la taxe. Le taux peut être modifié par l'État. Chaque année, la taxe est facturée par l'opérateur fournissant des services d'investissement. Donc actuellement, cette taxe est 0,3% de l'action. Donc il y a bien une taxe sur les transactions financières, sur toutes les actions. Est-ce que vous achetez beaucoup d'actions en spot ? Et on est toujours là à critiquer, ouais mais c'est cher le spot. Bah oui, c'est cher le spot parce que déjà il faut la liquidité, il faut le détenir. Mais c'est pas le cas pour le papier. Aujourd'hui, pourquoi les dérivatifs ont pris tellement d'importance chez les institutionnels ? Pourquoi ? Parce que vous allez juste marquer ça dans Google, taxe,
produits dérivés, important les produits de bourse ou arène, turbo, certificats disponibles en direct émetteur sur New York, Euronext, les produits dérivés, devises de marché, Forex, CFD, contrats à terme, futurs, forward, tout ce que vous voulez, les OPCVM, les ETF, les obligations et les titres émis sur les marchés primaires ne sont pas soumis à la taxe sur les transactions financières. Voilà. Donc les actions, c'est pour le dividende, c'est pour le retail, et les produits financiers, c'est pour les grands qui ne payent pas de taxes, tout simplement. Et ils peuvent faire leur petit robot trading en ultra haute définition, 4K, 8K, et ils ne paieront pas de taxes sur les transactions financières. Ça arrivera donc de façon extrêmement limpide, sur quelque chose qui marche très bien actuellement sur les marchés actions, marcheront très bien sur les marchés crypto, et on a d'ailleurs commencé par introduire sur les marchés des ETF sur des contrats futurs, qui sont en fait de facto exonérés de taxes sur les transactions financières, quel que soit là où vous vous trouvez, quel que soit là où vous vous situez. Par contre, partez du principe que toutes ces taxes qui sont... Alors, je parle de taxes, parce que c'est toujours la même chose. L'État a le droit de regard parce que taxation. Comprenez-le comme ça. Est-ce que vous pensez que détenir de l'or et de vendre de l'or à un copain, c'est pas taxé? Si, c'est taxé. Sachez-le. Toutes les transactions sur l'or sont taxées. Vous avez des barèmes d'exonération, etc. Mais il faut que ce soit certifié, il faut que ce soit validé, vous avez un certificat, etc. Il faut faire les trucs dans l'ordre. Donc tout est tracé. Tout, en fait, ce qui touche directement à l'impôt, si vous voulez, est taxé, est traçable, est vu, et c'est du déclaratif. Mais techniquement, il faut le faire. Et c'est pas une mauvaise chose dans l'absolu. Sinon, il faut se marginaliser. Il faut se retrouver dans la montagne, sans eau, sans électricité. Et à ce moment-là, on se décorrèle de la société. Mais c'est pas parce qu'on voit ce que vous faites que vous ne pouvez pas prospérer dans votre propre condition humaine et dans vos objectifs de vie, bien évidemment, ou dans les différents projets. Je pense que c'était important peut-être de remettre les choses comme ça, mais dès que vous voyez un truc comme DAC 8, comme de ce que vous voulez, 32, 28, de je veux voir plus de 1000 balles, il faut le regarder, il faut le déclarer aux impôts, aux machins, aux trucs, faites-le. Faites-le. Faites confiance à BlackRock, faites confiance à Goldman Sachs, faites confiance à... Regardez ce qu'ils font eux. Parce que si les pouvoirs publics imposent ce type de choses, partez du principe que derrière, il y a des gros lobbyistes qui font en fait quelque chose d'autre. Donc eux, la fête, c'est sur les dérivatifs. Nous, on a bien envie de voir le spot s'apprécier, mais actuellement, les très gros, mais quand je vous dis les très gros du volume, c'est un rapport de 1 à 100. Je vous le dis franchement, si vous avez une transaction spot actuellement sur Bitcoin, vous en avez 99 sur les contrats futurs, et sur les contrats options, et sur les dérivatifs, et sur le margin. Comprenez-le comme ça, ça reprend un petit peu ce qu'on a vu juste précédemment. Ici, clairement, la fête, elle est là, quoi. Oui, ça peut nous induire en erreur, certes, mais partez du principe que la fête, elle est sur les dérivatifs. Alors oui, il y aura probablement plein de bonnes choses sur le spot si on l'a en comptant, parce qu'il y aura une obligation d'acheter, d'avoir un collatéral avec des comptes ségrégés, etc. Certes, mais partez du principe que lorsqu'ils seront achetés, ils seront très probablement ensuite à vendre. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain pour tout le monde et à midi pour les académiciens. Ciao!